Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour commencer un nouveau sujet de programmation concurrente, à savoir les producteurs consommateurs. Les producteurs consommateurs, c'est un des paradigmes assez standards et central qu'on retrouve dans beaucoup d'applications multithreadées. On va vouloir échanger de l'information entre plusieurs threads. C'est quelque chose que vous allez forcément utiliser une fois dans votre vie d'ingénieur. Ici, on va voir les versions standards en fait, sachant qu'ensuite il y a des millions de variations autour du thème qu'on retrouve dans la pratique. Alors on va commencer avec une introduction pour présenter un petit peu le concept général. L'idée c'est vraiment d'échanger des données entre deux threads ou plusieurs threads, mais en tout cas deux types de threads, c'est-à-dire qu'on va avoir des producteurs et des consommateurs. Donc un producteur qui va vouloir déposer des éléments dans un tampon, et puis un consommateur qui va vouloir récupérer les éléments de ce tampon. On va avoir différentes variations autour de ce thème-ci qu'on va retrouver dans le cours. Ici, c'est la taille du tampon, c'est-à-dire que c'est un tampon simple ou un tampon multiple. Un tampon, donc en anglais, ça sera buffer. D'accord? Donc on peut avoir un buffer avec un seul élément à l'intérieur, ou bien un buffer d'une certaine taille qu'on aura typiquement alloué au démarrage pour pouvoir y stocker un certain nombre d'éléments. Ce qui va pouvoir changer aussi, c'est le nombre de threads potentiels. Est-ce qu'on a un producteur, un consommateur? Est-ce qu'on a N producteurs et M consommateurs? Ça a aussi des petites influences sur comment est-ce qu'on va devoir designer nos différents algorithmes. Et donc, pour un tampon simple, on se retrouve avec quelque chose comme ceci, un producteur qui va pouvoir mettre un élément dans ce tampon, le consommateur qui va devoir attendre qu'il y ait quelque chose à disposition, et quand il y a quelque chose à disposition, il va pouvoir le récupérer. Donc c'est typiquement un seul élément à échanger qui va bloquer potentiellement le consommateur et bloquer potentiellement le producteur. Tampon multiple, eh ben on va simplement avoir l'idée d'une sorte de buffer circulaire dans lequel on va pouvoir mettre, en l'occurrence ici pour cet exemple, jusqu'à 4 éléments. Donc un producteur pourra déposer 4 éléments. Si on veut déposer un cinquième, il va devoir attendre que le consommateur ait consommé au moins un élément pour libérer une case en fait dans son tableau. Et ensuite, il pourra déposer un nouvel élément qui sera consommé par la suite par un consommateur. Alors, on aura différentes contraintes en fait par rapport à ce paradigme assez traditionnel. C'est-à-dire qu'on va vouloir consommer qu'une seule fois les éléments. Un élément qui a été consommé doit être supprimé en fait du tableau et ne doit pas être consommé deux fois par le même consommateur. On veut aussi que les éléments soient consommés dans leur ordre de production, c'est-à-dire que si j'ai plusieurs éléments dans mon tampon, le premier qui a été déposé, c'est le premier qui doit être consommé, le deuxième, c'est le deuxième, etc. Il y a un ordre qui doit être respecté. Ça sera important pour pas mal de systèmes qu'on mettra en place, où évidemment, on veut envoyer des données et on aimerait bien que les données soient lues dans le même ordre que leur production. Ça n'a passablement de sens dans la pratique. Et puis, ce qu'on aimerait aussi, c'est qu'il n'y ait pas d'écrasement prématuré des éléments, c'est-à-dire qu'un élément qui a été mis dans le tampon, il ne faut pas qu'il soit écrasé par une nouvelle production avant qu'il ait été consommé. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose qui garantisse que tout ce qui a été déposé dans le tampon soit effectivement consommé de l'autre côté, sans qu'on ait de perte d'information, perte de données. On est en train d'échanger de l'information potentiellement critique entre deux éléments du système. On ne veut pas qu'il y ait de l'information qui se perde parce qu'elle est écrasée par quelque chose d'autre qu'on y aurait placé. Voilà, donc ça, c'est les contraintes qu'on a, qu'on va devoir utiliser pour mettre des solutions en place correctes. Donc on a deux actions qui vont se passer sur ces tampons. Une action qui sera la production. On veut mettre quelque chose dans le tampon. Alors là, pour cette action-là, il va falloir attendre que le tampon soit libre. Si on a un tampon simple, il faut attendre qu'il n'y ait plus rien dans le tampon pour y placer quelque chose. Si c'est un tampon multiple, eh bien, il faut attendre qu'il y ait au moins une case de libre pour pouvoir y mettre quelque chose, puisqu'on n'a justement pas le droit d'écraser quelque chose qui serait déjà présent. L'autre action, c'est la consommation. On va cette fois-ci attendre qu'il y ait quelque chose à consommer. Donc il faut attendre qu'il y ait quelque chose dans le tampon pour pouvoir le récupérer. C'est autant valable pour un tampon simple que pour un tampon multiple. Et donc les consommateurs vont attendre qu'il y ait quelque chose à consommer. Ça a relativement du sens. Alors en termes de pseudocode, voilà à quoi vont ressembler ces deux méthodes. D'une part, méthode utilisée par les producteurs et d'autre part, utilisée par les consommateurs. Ici, on a du pseudocode, donc ce n'est pas du code réel. On va avoir plus tard comment est-ce qu'on écrit du code cohérent et en C++ pour ça. Donc le producteur qui va déposer un élément, ici un item, et simplement, tant que le tampon est plein, il va attendre. On verra comment est-ce qu'on met cette attente en place. En gros, il doit attendre.
Et une fois qu'il peut y aller ou que le tampon n'est pas plein, à ce moment-là, il peut déposer l'élément et puis ensuite signaler ça au consommateur, parce que potentiellement le consommateur pourrait être bloqué en attente, et donc il faut signaler au consommateur qu'il a le droit d'aller consommer ce qu'on vient de déposer dans le tampon. De son côté, le consommateur, lui, il va appeler une fonction qui ne prend pas de paramètres, mais qui va retourner quelque chose, qui va retourner l'item, l'élément qu'il aura pu consommer. Et donc lui, de son côté, il va devoir aussi potentiellement attendre, il va attendre tant que le tampon est vide, d'accord? Il faut qu'il y ait au moins un élément, et à partir du moment où il y a au moins un élément, il va pouvoir retirer son élément pour pouvoir le retourner ensuite à la fin de sa fonction. Et puis, il doit signaler ça au producteur, pardon, parce que il y a un producteur qui pouvait potentiellement être en attente ici, d'accord? Et donc, si on a consommé un élément, il se trouve qu'on a libéré une case, et si on a libéré une case, potentiellement, un producteur, lui, aura le droit de ensuite redéposer un nouvel élément. Voilà, donc on a une sorte de jonglage qui va se passer entre les producteurs et les consommateurs, qui vont devoir s'attendre mutuellement pour garantir que les contraintes qu'on a énoncées sur notre tampon, qu'ils soient simples ou multiples, soient respectées correctement. Alors pour les implémentations qu'on va voir, donc on est sur notre C++, toutes les implémentations vont dériver d'une classe abstraite, quelque chose que vous retrouverez dans les exercices aussi, d'accord? Cette classe abstraite, c'est un template. Alors on a dit qu'on n'allait pas faire du C++ trop avancé. Les templates restent quand même quelque chose qui sont assez standards en C++ et assez utiles dans ce cas-là, dans le sens où ça serait intéressant de pouvoir réaliser des protocoles de producteurs-consommateurs qui ne sont pas dépendants du type de données qu'on va mettre à l'intérieur. Qu'on mette un entier, une chaîne de caractères, une structure, des pointeurs ou je ne sais quoi, on n'a pas envie de réécrire 10 000 fois le même code. Donc là, pour ça, les templates seront bien utiles. Et on pourra permettre en fait de définir quel type est-ce que l'on va placer à l'intérieur de notre buffer. Donc on a une classe abstraite avec le type des éléments qu'on va mettre dedans qui est passé en template. Et puis cette classe abstraite, elle offre simplement deux méthodes. Put, où on va mettre un élément, et puis get, où on va récupérer un élément. Ces deux méthodes ici sont évidemment virtuelles. Elles sont abstraites, dans le sens où elles ne sont pas implémentées, et puis on va les implémenter en fait dans des implémentations réelles de sous-classes de cet abstract buffer. Voilà, donc ça c'est ce que vous allez retrouver dans les différents codes, ce qui a du sens en fait, en termes d'orienté objet, de bon design. Alors, ici un petit exemple de ce qu'on pourrait trouver pour des tâches productrices et consommatrices. Alors ce code-ci, donc vous l'avez à disposition, vous pouvez le récupérer sans autre. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? On a un programme principal, on a une fonction utilisée par les consommateurs et une fonction utilisée par les producteurs. On a aussi un buffer, donc là on est sur du code en anglais, donc c'est buffer plutôt que tampon, qui est donc un abstract buffer de notre type item. Là, on imagine que c'est défini plus haut dans notre code. Et puis, dans le main, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement créer un nouveau buffer. Ici, on voit que ce n'est pas la même classe. Parce que là, on se retrouve avec une implémentation réelle de buffer 1. Je n'aurai pas le droit de créer un objet de type abstract buffer, puisque justement, c'est une classe abstraite. On n'a pas le droit de créer un objet de cette classe. On a le droit de créer un objet d'une sous-classe de ce qu'on a là. D'accord? Donc, j'ai ici créé un nouveau buffer. Et puis ensuite de ça, je lance un thread producteur, un thread consommateur, en leur demandant d'exécuter les fonctions respectives qu'ils doivent faire, et puis ensuite un join sur les deux, pour respecter les bonnes pratiques en termes de concurrence. Côté producteur, qu'est-ce qui se passe? Là, on a quelque chose d'assez simple, on a juste un item, une boucle infinie, on pourra avoir un return à l'intérieur à un moment donné. D'une certaine manière, il va falloir construire cet item, donc là j'ai du code qui est plus simple, évidemment, qui ne va pas faire grand-chose de très intelligent, on est d'accord, c'est juste pour vous montrer comment ça va se passer. Produire un item, lui donner des valeurs quelconques, et ensuite de ça, simplement mettre cet item dans le buffer via la méthode put. D'accord? Et côté consommateur, on a aussi un item qui sera utile, et puis simplement on va récupérer ça avec la méthode get du buffer, on va récupérer un item. Et donc voilà, on a deux tâches, côté producteur, côté consommateur. Les deux vont potentiellement se bloquer les uns les autres, d'accord? Si ici j'ai un buffer 1 dans le sens où c'est un buffer à un élément,
Donc, c'est-à-dire que si le consommateur commence, il va se retrouver bloqué sur cette méthode-ci, et puis il va être débloqué et récupérer un élément une fois qu'effectivement, on a un producteur qui aura placé quelque chose à l'intérieur. Voilà, donc ça vous donne un peu le cadre général de ces productions, consommations qu'on va mettre en place. Et dans les prochaines vidéos, on va voir les différentes implémentations que l'on va pouvoir faire.